Ici Bondy. Ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Bonjour. Monsieur Gattaz, bonsoir. Comment allez-vous? Bienvenue à Bondy. Ravi. Vous connaissez Bien. Bondy, non? J'habite à Gagny, moi. Bon, pendant c'est pas 17 très loin ans. d'ici. Donc, vous connaissez le coin. Je connais très bien toute mon enfance à Gagny, Villemomble, le Raincy, voilà. Donc, je suis pas du tout dépaysé. Donc, au vous êtes un contraire. enfant de Seine-Saint-Denis. Absolument. Béatrice, Bonjour. bonsoir. Bonjour. Pierre Gattaz, président du MEDEF. Qu'est-ce que vous buvez? Un Perrier ou de l'eau ou Perrier, très bien. Un Perrier avec un petit citron, Allez. non? Ça marche? Oui. Et pour moi, un café. Alors, dites-moi, Pierre Gattaz, moi, je vous connaissais, en fait. Je connaissais plutôt le papa, Oui. Yvon Gattaz. Oui. C'est difficile d'avoir un papa déjà connu, une personnalité, tout ça. Je pense que vous avez dû traîner ça toute votre enfance, non? Écoutez, oui et non. Je pense que, si vous voulez, mon père a été créateur de l'entreprise Radial. Et puis, c'est vrai que j'ai passé toute ma vie à essayer de faire autre chose que ce qu'il a fait. Et paradoxalement, l'histoire fait que C'est-à-dire que vous ne vouliez pas reprendre l'entreprise papa, c'est ça? Oui, j'ai fait autre chose. J'ai été aux États-Unis, je me suis occupé de Dassault électronique, j'ai travaillé chez Dinaction. Et puis, en effet, en 92, je suis rentré à Radial et j'y suis resté. Donc vous êtes un Gattaz, votre père s'appelait Yvon, vous êtes Pierre. Je pense que ça a quand même dû être un peu compliqué à l'adolescence, en tant que jeune adulte, de porter un nom comme ça. Oui et non. Ouais. Oui et non, c'est-à-dire que... Ça plombe ou ça pousse? C'est un peu les deux. J'ai pas de problème par rapport à ça. Alors c'est vrai que quand on est adolescent, on est souvent traité du fils du patron, etc. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, j'étais au CES de Gagny, Merci. au CES Sévigné de Gagny, et j'avais des professeurs en effet qui étaient tout à fait intéressants parce que c'était quand même c'était communistes, non? C'était la Seine-Saint-Denis, mais je dirais communistes. que je sais pas, non, je crois pas, non, mais ça avait des discussions toute la journée sur l'économie de marché, sur les entreprises. Bon, c'était après 68, et c'est vrai que ça faisait des discussions intéressantes pendant la journée, et le soir, différentes avec mon père. Voilà. Et donc vous auriez pu tuer votre père, par exemple, et faire autre chose que de reprendre la boîte. Écoutez, je n'étais pas parti pour faire ça. J'étais ingénieur, j'ai suivi les filières, maths sup, maths p, ingénieur. Je suis parti aux États-Unis. Ça ne vous a jamais traversé Je l'esprit voulais de faire autre chose je que de voulais l'économie? créer mon entreprise. Oui. Et d'un seul coup, Radial m'a appelé. Alors c'était un moment difficile. Mais vous n'aviez pas un rêve d'adolescent ou de jeune adulte de faire autre chose, par exemple une carrière artistique, ou du sport? Peut-être, je voulais être comme tous les enfants, explorateur, Ou astronaute. Ouais. Non, j'aimais bien le risque, l'aventure, les parcours non balisés. Et aujourd'hui, quelle est votre image aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les gens vous aiment à travers la fonction qui est la vôtre aujourd'hui en tant que président du MEDEF, ou est-ce que vous pensez qu'il y a un problème à la fois avec vous, mais peut-être plus largement avec les gens du monde de l'économie? Alors, écoutez, moi, ce que j'essaye d'incarner, c'est l'entreprise. Vous pouvez boire un votre Perrier, oui, c'est parce qu'on gentil, est quand même là pour merci, boire un verre. En plus, j'ai soif. Non, si vous voulez, le PREM, excusez-moi, à votre santé. À votre santé. À la santé de l'économie française. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas fait totalement notre aggiornamento économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas complètement basculé dans la compréhension du fonctionnement du monde, de l'économie de marché et de l'entreprise. Mais si vous voulez, en France, on a l'impression que l'entreprise a longtemps pas été aimée ou pas été comprise. On a toujours dénoncé les abus. Alors que l'entreprise, c'est l'endroit où on a 70%, 80% des solutions du problème du pays. Pourquoi je me suis présenté au MEDEF? Parce que j'en avais marre de voir mon pays tomber, tout simplement. Et parce que je vois des pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, qui s'en sortent. Et nous, on continue d'avoir des lois anti-économiques, et ça, c'est pas bon. Et on a un chômage de 11%. Donc il faut faire comprendre qu'il y a un lien complet entre un pays qui se développe bien, la création de richesse du pays, la création d'emplois. On va développer tout ça. Alors, je vais vous présenter donc la pastille et Bondy Blog Café. Vous savez, on réunit les jeunes quelques semaines avant de recevoir notre invité. Nous leur avons demandé de réagir à quelques questions d'actualité et notamment à votre personnalité et au rôle du MEDEF.
Alors, on reçoit Pierre Gattaz au Bondy Block Café. C'est une première pour nous puisque ce n'est pas un politique. Vous savez, c'est le président du MEDEF. Alors, qui commence? Qui a des choses à dire sur Pierre Gattaz, mais plus généralement sur le MEDEF? Objectivement, je peux pas dire le MEDEF, c'est bien ce qu'ils font. J'ai jamais eu une bonne image du MEDEF. J'aimerais comprendre en fait comment on peut accepter énormément d'aides de l'État, comment on peut accepter des aides à l'installation, des exonérations de charges, des crédits compétitivité, etc., etc. Et à côté de ça, dire qu'on est libéral et que l'État n'a pas à intervenir pour tout ce qui est licenciement, pour tout ce qui est fermeture d'usines, etc. Est-ce que vous pensez que le MEDEF a quelque chose à faire en banlieue? Et quoi? Clairement, moi je pense que le MEDEF n'a rien à faire en banlieue, parce que c'est une organisation qui représente le patronat. Et le projet pour la banlieue, c'est l'économie sociale et solidaire, le système des SCOP. Au contraire, c'est au MEDEF de dire aux patrons de venir s'implanter en banlieue, de faire venir ses entrepreneurs, le travail, pour développer le travail. Justement, il faut faire venir les richesses en banlieue. La plus grande arnaque qu'on nous raconte depuis 40 ans, c'est que la France est un pays qui s'appauvrit ou que la France est un pays qui n'est plus riche. C'est complètement faux. L'histoire, c'est juste que, voilà, rien que ces 3 dernières années, on a 3 milliards d'euros qui ont été distribués aux 10% des Français les plus riches. Et les Français, les smicards, les Français de base, c'est-à-dire toute la population, a gagné 30 euros. Qu'est-ce qui explique que le politique soit si fébrile devant le monde de l'économie? Moi, je pense que la fébrilité de François Hollande, il faut voir comme le poker, en fait. Il a perdu la bataille pour l'emploi et pour l'économie, et là, il joue son tapis. Et il a tout misé sur Gattaz, qui doit être le héros qui va aider à sortir la France du marasme dont on parle. Face à ce coup politique, qui va trinquer sur le pacte de responsabilité? Qui va payer les conséquences de ce pacte de responsabilité? Il nous promet 1 million d'emplois créés en 5 ans. Sachant que l'économie française crée machinalement 200 000 emplois par an. 200 000 x 5, ça fait 1 million. Il va nous dire que le soleil va se lever le matin pendant 5 ans. On voit qu'aux États-Unis, les lobbies sont légitimes, qu'ils ont leur place, on va dire, dans la société. En France, ils sont totalement cachés, totalement délégitimés, mais au final, je suis sûre qu'il y a une influence des lobbies et qu'ils sont de pair avec le MEDEF et que que la responsabilité n'incombe pas qu'au MEDEF, mais aussi à ces lobbies. Pierre Gattaz, c'est pas quelqu'un du tout de timide ou de retiré, reculé, etc. On a plus l'impression que c'est carrément le président de la République, en fin de compte, qui vient à Bondy. Alors, Pierre Gattaz, est-ce que vous êtes du niveau du président de la République? Moi, je suis représentant... En termes d'impact, en termes de responsabilité... De l'entreprise. Alors, je suis à un moment de l'histoire de France qui est importante. C'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai entendu ce que vos jeunes ont dit, la France ne va pas bien. Nous avons tout simplement ce 11% de chômage qui est un chiffre effrayant. 24% chez les jeunes de 16 à 25 ans. Chez les jeunes. Bon, déjà, rien que cet indicateur-là n'est pas possible. Donc la solution est chez vous ou chez les politiques? La solution, c'est l'entreprise qui crée de l'emploi et de la richesse. Et c'est par l'entreprise qu'on paye des impôts. Et on paye des impôts pour avoir de la culture, pour avoir des policiers, des militaires, des hôpitaux, des infirmiers, etc., des magistrats. Donc il faut jamais oublier ça et que le monde entier marche comme ça. Si vous voulez, je suis toujours étonné justement qu'on n'a pas compris le rôle de l'entreprise en France totalement. D'ailleurs, on l'enseigne pas très bien. Oui, les politiques, vous voulez dire? Ça commence à l'enseignement de l'éducation nationale. D'accord. J'ai beaucoup de respect pour l'éducation nationale. J'ai dans ma famille des professeurs. Mais l'entreprise n'est pas comprise, n'est pas bien expliquée. On parle souvent, en effet, de l'exploitation du peuple par le peuple. C'est pas ça l'entreprise. Et si l'entreprise ne marche pas parce que l'État est asphyxié par des impôts trop élevés, eh bien, on n'exporte plus et on ne crée plus d'impôts et l'ensemble du pays va mal. François Hollande, aujourd'hui, est sur cette ligne-là, il vous a écouté, il vous suit. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a eu une révélation, en effet, le 31 décembre, et je crois que j'ai applaudi à son discours. Une révélation, c'est-à-dire il a changé Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que le pays allait dans le mur. Tout le pays est étouffé. Et le chômage risque d'augmenter très fort. Donc si je vous dis que vous avez converti François Hollande à la social-démocratie, qu'est-ce que vous me répondez? Non, je pense qu'il a compris que tous les pays du monde qui réussissent actuellement jouent la compétitivité de leur pays et donc jouent les entreprises. C'est ça qu'il a compris. Je vous propose juste de terminer votre Perrier. D'accord. Et puis je vous invite à rejoindre tout de suite les 3 Bondy blogueurs. Très bien. Bondy Block Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Block Café.
Bondy Blog Café avec Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Merci beaucoup Pierre Gattaz d'être venu à Bondy. Merci de m'avoir invité. Je vous invite tout de suite à découvrir les 3 blogueurs qui ont préparé ce magazine. D'abord Latifa Oulkouir qui est là à ma droite, Bala Fofana qui est au centre et Jihad Abdeslam. Donc ce sont les 3 Bondy blogueurs qui vont donc vous poser une série de questions sur un certain nombre de sujets tout au long de ce magazine. Mais avant cela, on va d'abord découvrir qui vous êtes réellement à travers le portrait de Anna Ferrouj. Rendez-vous particulier pour ce nouveau Bondy Blog Café. Pour une fois, l'invité n'est pas politique. Quoique, Pierre Gattaz, le patron des patrons, occupe un des tout premiers rôles dans le paysage institutionnel français. Alors qui est cet homme discret qui a récemment agité l'opinion et les médias ? Pierre Gattaz, c'est un chef d'entreprise opérationnel dans l'industrie, ce qui n'est pas toujours le cas des responsables patronaux qui parfois peuvent être plus des hommes d'appareil. Lui, il dirige une entreprise familiale, Radial, qu'il a hérité de son père, mais qu'il a considérablement développée. C'est aussi un responsable patronal qui a gravi les échelons, notamment dans les industries électroniques, et qui, il y a un an, s'est présenté pour la présidence du MEDEF et l'a emporté sur une ligne assez dure de patronat de combat, si je puis dire. Personne ne misait sur lui parce qu'il avait quand même face à lui à la fois Laurence Parisot, ancienne patronne du MEDEF, qui voulait se représenter, et puis des poids lourds quand même, des grandes fédérations. L'habileté, moi je trouve, de Pierre Gattaz, ça a été de lisser son image de fils d'Yvon Gattaz, ancien président de ce qu'on appelait à l'époque le Conseil national du patronat français, qui est en fait l'ancêtre du MEDEF. Il a beaucoup misé sur ce côté « je suis patron d'une PME ». Alors Radial aujourd'hui, son entreprise, et pas une toute petite entreprise, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué dans sa campagne pour l'élection à la présidence du MEDEF. Quand il arrive au MEDEF, il est sur une ligne assez dure, hein, sur une ligne patronat de combat libéral, réclamant 100 milliards de baisse de charges sur les entreprises. C'est pas un négociateur social comme d'autres au MEDEF, donc il n'a pas forcément tous les codes, donc il va même faire peut-être quelques imprudences, quelques gaffes. Il se promène, il arbore un badge avec 1 million d'emplois créés. Pierre Gattaz a été pris dans son propre piège avec cette question des 1 million d'emplois, parce qu'il le sait, 1 million d'emplois, il n'est pas sûr de pouvoir les créer. Donc au final, il est revenu un peu sur cet élément de langage en disant « Attention, 1 million d'emplois, ce n'est pas une promesse, mais une mobilisation. » En même temps, ce qu'il voulait, c'était obtenir du gouvernement des baisses de charges importantes, et il a quand même obtenu 20 milliards avec le CICE, et ensuite donc 10 milliards maintenant avec le pacte de responsabilité. C'est quand même important. Pareil avec les partenaires sociaux. Avec les partenaires sociaux, il y a toute une série de négociations, en tout cas 3 grandes négociations sur le marché du travail, sur la formation professionnelle et sur le pacte de responsabilité. La ligne aujourd'hui du MEDEF avec Pierre Gattaz, c'est d'assumer ce côté libéral parce qu'ils estiment que Laurence Parisot était un peu dans les eaux tièdes. Pierre Gattaz a été très fin, très habile en recevant François Hollande lorsque celui-ci était encore candidat à la présidence de la République. François Hollande a besoin du patronat. Il n'a pas le choix que de miser sur la confiance des entrepreneurs, et il le sait. Donc aujourd'hui, la balle est plutôt dans le camp de Pierre Gattaz, et d'ailleurs, il sait comment s'en servir. Voilà, c'était donc le portrait réalisé par Anna Ferrouj avec Gérard Leclerc, PDG de LCP, et Nassira El Mouadem, ex-Bondy Blog, qui est aujourd'hui à iTélé. Latifa. Monsieur Gattaz, bonjour. Bonjour. Donc, en tant que président du MEDEF, vous faites la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, entreprendre, c'est prendre des risques, c'est demander de l'inconscience, de la vaillance, comme disait votre père. Mais comment vous faites la promotion encore de cette idée quand, comme vous, en fait, vous avez repris l'entreprise familiale? Alors, parce que quand vous reprenez une entreprise, vous êtes que vous la créez ou que vous la reprenez, vous êtes en prise de risque continuelle. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un monde qui bouge. Et une entreprise, ça évolue dans un monde qui bouge par les clients et les marchés et par les technologies et les sciences et les matériaux en amont. Donc ce petit monde-là bouge tout le temps. Si vous n'êtes pas en recherche d'adaptation permanente, de défis permanents, d'objectifs, de projets, de conquêtes,
vous mourrez. Vous mourrez parce que les Donc autres... les choses n'étaient pas aussi simples que ça en réalité. Mais quand vous prenez une entreprise en plus familiale, tout le monde vous attend. Les salariés vous attendent, c'est qui le fils du patron. Les actionnaires vous attendent tous parce que voilà, les clients vous attendent. Celui qui vous la transmet aussi. Et celui qui vous la transmet. Et je me souviens, moi je suis rentré dans un monde difficile de Radial parce que je voulais surtout pas reprendre cette entreprise. Mais comme 20 beaucoup ans. de patrons de PME, vous n'aviez pas ce risque du chômage, ce risque de se dire demain, si mon entreprise périclite, je me retrouve à la rue. Vous perdez tout. Quand une entreprise familiale tombe, non seulement vous avez la responsabilité des actions de vos cousins, cousines, frères et sœurs, donc vous avez une responsabilité terrible sur les épaules. Donc vous arrivez, vous avez une obligation de réussir quelque part. On a souvent en France ce concept de l'héritier. Et je pense qu'il faut faire attention à cette chose-là parce que en Allemagne, c'est leur force. Ce qu'on appelle le Mittelstand allemand, c'est 12 500 entreprises de taille intermédiaire, de 500 à 2500 personnes. D'accord. Et justement, pour parler d'héritage, il faut dire que vous êtes bientôt sorti, vous êtes plutôt pas mal sorti. 500 emplois vous avez créé, vous avez 5 usines en France. Vous avez réussi le test, on va dire. Mais moi, ce que je vois quand je vous regarde, et la question qu'on se pose, c'est que vous êtes finalement assez à l'image du MEDEF, en fait, assez mystérieux et même plutôt opaque. Par exemple, qu'est-ce qui vous différencie de Madame Parisot? Le MEDEF a choisi son président à chaque moment de la vie du pays. À 96%. C'est comme la Crimée en fait. Hein. Non mais c'est vrai que dans mon élection. Oui, mais alors, si vous voulez, pourquoi? C'est pas un peu beaucoup ça? Parce que, si vous voulez, ce sont les votes, hein, je n'y peux rien. Non, mais 96, ça fait beaucoup. Et en plus, il y a une zone d'ombre aussi dans l'élection, c'est qu'avant vous, on voyait beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux à la télé, on se disait, ça y est, c'est lui le futur président. Oui. Et à la fin, il se rallie. Vous nous expliquez comment ça s'est fait? Je vais vous dire très simplement, c'est que vous regardez les pouvoirs et les fédérations qui ont voté pour vous, ce sont des calculs. Donc vous êtes plus puissant que Roux de Bézieux, c'est pas ça, c'est qu'il y a une conjoncture, si vous voulez, et que Geoffroy, qui est un type remarquable, sera peut-être le prochain ou le suivant, etc. Là, le patronat, les chefs d'entreprise, sans doute se reconnaissaient peut-être un peu plus en moi, parce que je suis international, j'exporte, etc. Et c'est une société familiale. C'est tout. Et après, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, il y a une phrase du Marianne.net qui résume assez le MEDEF, vous me direz ce que vous en pensez, c'est au MEDEF, on est en famille et on le reste, et la démocratie n'est pas son truc. Est-ce que ça ne confirme pas ça quand on voit que vous gagnez le rapport de force avec Roux de Bézieux et on peut se dire que vous êtes le fils d'eux? Ah non, ça n'a pas joué dans vous savez, c'est une élection. Une élection, c'est que vous faites une vraie campagne. Pour dissuader quelqu'un de refuser de se présenter, il faut quand même en coulisses tirer les ficelles. Ah, c'est pas exactement ça, c'est qu'on a décidé de ne pas se castagner, tout simplement, 3 semaines avant. Parce que les 3 dernières semaines de toute élection, vous y allez, vous tapez, vous faites des petites phrases horribles. Et on s'est dit, avec Geoffroy et avec Patrick Berlusconi, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à s'unir, tout simplement? On a fait une sorte d'union sacrée. Ça a évité, ça a montré une unité patronale et plusieurs courants patronaux. C'est quoi le patronat aujourd'hui en France? Qu'est-ce que vous représentez? Vous représentez le changement, vous voulez créer 1 million d'emplois. Et c'est quoi la figure de ce patronat? Est-ce que c'est les grandes entreprises du CAC 40 ou est-ce que c'est les petites entreprises qui innovent? Aujourd'hui, vous représentez qui exactement? Des gens comme monsieur. Des journalistes. Des gens qui sont porteurs d'un projet, qui prennent le risque et qui le portent. Mais est-ce que c'est vraiment elles qui vont sortir la France de la crise dans laquelle elle est aujourd'hui? Bien sûr, mais il faut des gens qui prennent un risque. Et je dis toujours, quelqu'un qui embauche une seule personne, c'est un héros. Parce qu'on a un problème d'emploi. S'il embauche 10 personnes, il devrait avoir le mérite national. Et s'il embauche 100 personnes, il devrait avoir les gens d'honneur. Votre interview. Et justement, à ce sujet, moi je voulais vous demander, c'est bien beau de dire ça, ça encourage tout le monde, mais la porte du MEDEF est assez fermée. Par exemple, on se rend compte que la cotisation annuelle, dans les années 2010, était de 600 000 €. Ah non, pas du tout. Dans ces cas-là, quel est le prix de la cotisation? 600 000 €. Quel est le prix de la cotisation pour entrer au MEDEF? Mais vous avez des cotisations parfois de dizaines d'euros pour des tout petits MEDEF territoriaux qui sont dans la Creuse, etc. D'accord, mais si on veut rentrer dans la cour des grands, comment on fait? Vous savez, nous représentons 750 000 PME, TPE. Oui, mais on ne vous entend pas en fait sur les petites PME parce que c'est celles qui souffrent le plus. Aujourd'hui, on va dire que 3/4 des demandes de médiateurs du crédit, c'est des entreprises de moins de 10 salariés, que le vrai ennemi de ces petites PME que vous dites défendre, ce sont les banques. Et moi, j'ai beau regarder, je vous entends jamais sur les banques. Pourquoi elles ne prêtent pas aux petites PME ou pourquoi les grandes PME qui font partie du MEDEF ne sont pas garantes pour ces petites-là et pour qu'elles les aident à se développer et à créer de l'emploi, comme vous dites? Les banques, ce ne sont pas les gens à abattre, absolument pas. Ils accompagnent l'économie, ils le font dans le monde entier. On a besoin de banquiers dans tous les pays du monde. Et je crois que les banquiers français n'ont pas plus mal joué le jeu et il faut faire très attention de ne pas leur faire porter la poisse ou les problèmes du pays.
Nous représentons 750 000 TPE-PME. Ce que nous voulons, c'est en effet qu'elles se développent encore plus. Quel est le problème? Je reviens toujours sur la même chose, c'est que en France, on a parfois l'impression que l'entreprise est mal aimée. Elle n'est pas comprise, elle est mal aimée. Est-ce que c'est l'image aussi du patron, finalement? C'est un peu, ça rejoint ce que disait Latifa, c'est-à-dire que le MEDEF peut-être donne une mauvaise image plutôt des grands patrons du CAC 40, alors que la majorité du patronat en France, c'est plutôt des gens qui emploient 10, 15 salariés. Mais vous avez raison, vous savez, la moyenne des adhérents du MEDEF, de Creuse, de Bretagne, de Grenoble, etc., c'est sans doute autour de 40 personnes. 40 personnes. Donc, si vous voulez, on est principalement sur les problèmes de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent quand je vais les voir, ces gens-là? Eh bien, ils nous disent on n'en peut plus de la fiscalité. Et c'est vrai, vous avez un problème de fiscalité, de charges et d'impôts en France qui fait qu'elles sont asphyxiées. C'est pour ça que chaque fois que je vois des gens, des patrons, ils me disent moi j'ai ce problème-là, j'en peux plus. Deuxième problème, ils ont un problème de droit du travail. Il faut le dire aussi, la législation française du travail et que c'est complexifié tous les ans, année après année, etc. Et en fait, on a ce problème-là, c'est que on veut protéger l'emploi, mais on veut le protéger en mettant des contraintes. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc nous, voilà les deux épouvantails de la France. C'est la fiscalité et la législation du travail. Oui, et d'ailleurs, on va en parler, puisqu'on a posé la question aux jeunes du Bondi Blog concernant finalement cette question. Le MEDEF a-t-il imposé sa ligne à François Hollande? Je pense que le MEDEF impose sa ligne à n'importe quelle personne qui est au pouvoir. Et le souci, c'est que quand on vote pour le Parti socialiste, on ne s'attend pas à ce qu'il se plie aussi facilement aux exigences du patronat. Est-ce que finalement, leur meilleur allié, c'est pas le PS, le Parti socialiste, puisque depuis qu'ils sont au gouvernement, on a vu l'accord national interprofessionnel, on commence à parler de retoucher aux retraites, le pacte de responsabilité. Finalement, toutes ces mesures qu'on voyait plutôt la droite les entreprendre, c'est le Parti socialiste qui les fait. On aurait attendu du Parti socialiste finalement qu'il y ait un peu plus de résistance par rapport à ce que veut le MEDEF. Et il n'y en a pas, il y en a même moins que ce qu'avait l'UMP. Parce que finalement le MEDEF va là où le vent souffle. Mais par contre, le Parti socialiste, on aurait attendu qu'ils aillent un petit peu à l'encontre de certaines choses qui sont prônées par le MEDEF. Mais ce n'est pas le cas. Jihad. Oui, alors ce pacte de responsabilité, beaucoup d'avantages ont été concédés au cours des négociations et finalement pas tant de contraintes, ou au moins elles sont encore floues. Vous promettez 1 million d'emplois, mais vous revenez sur votre promesse en disant ce n'est pas une promesse, c'est un objectif. Finalement, elles sont où les contraintes? Alors, d'abord, moi je voudrais revenir. On politise tout en France. Il faut être à gauche ou à droite. Moi je suis contre. L'entreprise, elle est au-dessus. Ou en dessous, mais elle est au-dessus. Elle est ni à gauche ni à droite. Mais vous, par exemple, politiquement, non, parce qu'on ne peut pas dire ça, Pierre Gattaz. À un moment donné, il faut bien se situer. Mais non, attendez. Donc vous êtes au modem, alors? Moi, je dis que l'entreprise, je ne veux pas rentrer dans un débat politique. Et on politise tout, on le voit tout, c'est affreux. L'entreprise, même en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Canada, machin, elle est ni à gauche ni à droite. Tony Blair, il a fait une politique de gauche en faisant une politique pro-entreprise. Non, mais la France est une république divisée en plusieurs secteurs. C'est le problème du pays. Vous êtes tout touché exactement le problème du pays. C'est insupportable, parce qu'on veut faire croire que le MEDEF, c'est à droite, et qu'on est le CAC 40, mais pas du tout. Les négociations du MEDEF fluctuent selon le Parti socialiste ou pas. Votre père disait que c'était plus facile de négocier, par exemple, avec le Parti socialiste. Donc forcément, là, on va dire que la stratégie, entre guillemets, du MEDEF varie selon que le gouvernement soit à droite ou à gauche. Il n'y a pas de stratégie. Excusez-moi. Ma seule stratégie, c'est la création d'emplois. Donc il faut une stratégie pour créer de l'emploi. Pour le pays. Pour mon entreprise, comment j'ai géré mon entreprise pendant 20 ans? Tous les matins, je me disais comment je peux développer mon entreprise radiale et comment je peux garder de l'emploi en France ou en développer. Eh bien, j'ai exactement les deux mêmes questions pour le pays, pour l'économie du pays. Pourquoi vous ne voulez pas contractualiser ça, en fait, sur la création d'emplois dans le pacte de responsabilité? Vous vous engagez pas sur un contrat alors que vous recevez de l'argent public? Très bonne question. Comme moi, en étant boursière, je reçois de l'argent public et je m'engage à aller à mes cours et je signe un petit contrat au début de l'année pour dire je vais y aller et je vais aller aux examens. On ne veut pas d'argent public. Gardez tout. Je leur dis, gardez tout. Donc vous êtes prêt à rendre tout l'argent? Mais non, mais attendez, je suis prêt à baisser, mais baissons les charges, baissons la fiscalité. Vous ne répondez pas totalement à la question. Je vais vous dire. Elle est où la contrainte? Elle est où, il est où le contrat? Si on raisonne en contrainte, vous savez, vous avez le choix d'implanter votre entreprise dans 150 pays au monde aujourd'hui. Vous pouvez la mettre en France, vous pouvez la mettre en Angleterre, au Maroc, en Tunisie, etc. C'est tout. J'ai le choix de dire je n'embauche plus en France, je le mets tout aux États-Unis, par exemple. J'ai ce choix-là. Et le problème, c'est les PME. Mais vous feriez ça ou c'est pas juste un ultimatum comme ça, un peu comme au poker? Mais c'est pas une menace. Oui. C'est juste de faire comprendre que nous sommes en concurrence mondiale avec 150 autres pays. Le monde est ouvert. Alors on va pas mettre un mur de Berlin autour de la France. Le monde est ouvert, donc les gens vont venir pour les investisseurs. Non mais Pierre Gattaz, pour être tout à fait honnête, Pierre Gattaz, on a quand même le sentiment que lorsqu'on discute avec les gens du MEDEF, en tout cas les chefs d'entreprise, il y a toujours
toujours une espèce de menace qui plane, genre je vais mettre mon argent à l'extérieur, l'exil des cerveaux, l'exil des investisseurs, alors que peut-être que le discours est anxiogène en réalité aussi du côté du MEDEF. C'est pour ça que j'ai deux projets très porteurs. Le 1 million d'emplois nets, c'est vachement important. Pourquoi? C'est un projet. Vous voulez prendre aucun engagement. Vous voulez prendre aucun engagement pour le million, là. C'est pas une contrainte. Je ne veux pas de contrainte. Ça fait 30 ans qu'on a des contraintes. On a un code du travail de 3200 pages. Il prend 100 pages tous les ans. Les codes du travail suisses, c'est 60 pages. L'allemand, c'est 1600 pages. Moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on continue à demander des contraintes partout. Si vous rajoutez des contraintes sur la tête en disant vous devez embaucher 10 personnes, 100 personnes, vous devez, parce que c'est de l'argent public, en fait. Mais c'est pas de l'argent public. Alors c'est là où il y a un raisonnement. Excusez-moi. C'est des exonérations de charges. Mais on est bien d'accord. Mais c'est une baisse d'impôt. Si vous bénéficiez de baisse d'impôt en tant que personne, vous voulez que l'État vous dise attendez, je vais vous donner 100 € de baisse d'impôt, madame. Je vous contrains d'utiliser ces 100 € pour acheter un vélo ici, à Bondy. Ben non, une baisse d'impôt. Mais on raisonne, excusez-moi, mais c'est très important ce que vous dites là. Les exonérations sont inutiles alors. Mais attendez, c'est pas ça, c'est qu'on a une sphère publique. Moi je suis pour payer des impôts. Le seul problème, c'est qu'on est devenu le champion du monde de la fiscalité mondiale. Ouais. On est celui qui paye, on est le pays où on paye le plus d'impôts. Excusez-moi, c'est tout. Pierre Gattaz, moi j'ai un chiffre. J'ai un chiffre. L'exil fiscal dans les paradis fiscaux représente entre 50 et 80 milliards d'euros. C'est des études qui ont été faites. Oui. La fraude fiscale en France représente pratiquement 3 milliards d'euros tous les citoyens et le travail non déclaré par les entreprises représente quasiment 260 millions en 2012. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une espèce de vertu du côté des entreprises. Mais si vous voulez, encore une fois, est-ce qu'on veut créer de l'emploi ou pas? C'est la seule question qui m'intéresse. Moi, en matière de création d'emploi, même avec le pacte de responsabilité, la première priorité des entreprises, ce sera de revenir à flot, une fois qu'il y aura ce pacte-là, rembourser les dettes qu'ils ont à payer et peut-être éventuellement après embaucher. Donc est-ce que votre PINS, c'est pas une fusée qui promet la Lune sans pouvoir nous y emmener? Vous me laissez répondre juste bien sûr. Vous avez posé plein de questions, c'est passionnant, mais c'est un peu notre boulot. J'ai pas le temps de vous répondre. Le PINS, c'est pas une contrainte, c'est pas un engagement, c'est un objectif. C'est quoi ce 1 million d'emplois nets? C'est de passer le chômage dans 5 ans de 11% à 9%. Est-ce qu'il y a des gens en France qui sont contre baisser le chômage de 11% à 9%? Non, mais ce que vous dites, sauf que les 1 million d'emplois, peut-être qu'ils n'arriveront jamais. Peut-être que vous allez arriver au bout de 5 ans et que vous allez dire la conjoncture fait qu'on n'a pas pu créer d'emplois. Donc c'est de la fumée, en fait, tout ça. C'est pas du tout de la fumée, c'est un engagement. Mais par contre, pour que ça, on soit capable de le faire, il faut de l'argent. Et l'argent, on arrive aux impôts. Lorsque vous avez trop d'impôts, trop de taxes, qui est le cas de la France. Vous avez des marges extrêmement réduites. On a les marges les plus faibles d'Europe. C'est pas Pierre Gattaz qui le dit. Attendez, je termine juste, si vous me permettez. Donc, il faut baisser les impôts. Comment on baisse les impôts? En baissant les dépenses publiques. Nous avons atteint un niveau de la sphère publique est énorme. Qui paye la sphère publique? Posez-vous la question. C'est les impôts des ménages, les impôts des entreprises. Comment les impôts des ménages se payent? C'est lorsqu'ils ont un boulot. Donc, à la fin du compte, eh bien, pour payer nos militaires, nos policiers, nos magistrats, nos juges, etc., c'est par les entreprises. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Il y a aussi de l'argent à récupérer dans les paradis fiscaux. Les 80 milliards, c'est pas rien. Et ensuite, vous avez la confiance. Oui. Et la confiance, c'est très important. Parce que l'emploi, c'est une conséquence de tout ce que je viens de vous dire. On ne signera jamais en bas « je créerai 1 million d'emplois ». Dans la sphère publique, ils peuvent. Je peux embaucher 10 000 fonctionnaires demain matin, c'est vrai. Mais qui c'est qui paye? C'est nous. Pierre Gattaz, depuis 15 ans, on a signé 82,6% de contrats CDD. En termes d'embauche. Oui. Est-ce que dans les 1 million, c'est des CDD, des CDI? C'est quoi en fait? Pour moi, ce sont essentiellement des CDI. On est en train de faire le projet. Ça existe encore le CDI en France? Que je vous dise ce qui se passe, c'est que j'ai parlé de la fiscalité et de la chape de plomb que nous avons sur la tête, qui fait que les entrepreneurs préfèrent aller en Angleterre ou aux États-Unis pour créer leur boîte. Quel est le problème fondamental d'un patron français? Et de mon problème à moi, j'ai peur d'embaucher en France. C'est terrible, mais c'est affreux. Donc il faut lever cette peur. Parce que c'est trop compliqué, parce que la législation du travail n'est pas sécurisée, parce que vous risquez d'avoir des prud'hommes, parce que c'est très cher. Excusez-moi, mais c'est très important. Donc il faut retirer aux employés tout le droit de se défendre pour pouvoir... Si vous permettez, on va avancer, s'il vous plaît. Oui, mais je voudrais juste finir de répondre, c'est très important. Essayez un jour, j'espère que vous créerez vos entreprises. Essayez, et vous verrez qu'embaucher quelqu'un, c'est un risque terrible. Mais je le fais, puisque... J'ai peur, mais je viens d'embaucher une 50aine de personnes. On va poursuivre, Pierre Gattaz, si vous le permettez. On parle souvent de l'image de la France, à la fois à travers ses chefs d'entreprise, mais aussi à travers son dynamisme culturel, sportif. Je vous propose d'abord quelques réactions des jeunes du Bondy Blog, et puis on parlera justement de cette image, finalement, qui, soi-disant, serait dégradée à l'étranger.
dégrade davantage l'image de la France, c'est le débat politique, c'est pas les agences de notation. Parce que les agences de notation, concrètement, moi je m'en fous. Je pense que la majorité des gens s'en foutent. Et par contre, un bon débat politique, des idées novatrices, des hommes politiques qui amèneraient de nouvelles idées, ça j'en ai quelque chose à foutre. J'ai beaucoup entendu à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, c'est que ce qui dégradait beaucoup l'image, c'est qu'on n'était pas assez libéraux, que la France n'était pas assez libérale. Donc c'est assez intéressant de voir ça quand même. Que ce soit le MEDEF ou les partis ou les membres de l'opposition contribuent à cette dégradation de l'image de la France, puisque quand on les écoute, on a l'impression qu'il faut jamais s'installer chez nous, qu'on est trop, que les taxes sont trop élevées, etc. Donc je pense que même par le discours de l'opposition et par le discours du MEDEF, qui est très anxiogène, automatiquement, ça va pas attirer les entreprises à nous. C'est surtout l'image qu'ont les jeunes, les Français de leur propre pays. Et ce qui pousse beaucoup de jeunes à partir parce que voilà, ils ont l'impression qu'en France, il n'y a aucune issue, il n'y a aucune perspective d'avenir. C'est ça qui est plus dramatique que l'image que les Américains ont de la France ou les Chinois ont de la France. Parce qu'une entreprise, quand il y a de l'argent à se faire, elle s'implante, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous prenez toujours l'exemple du voisin allemand, qui pour vous est l'exemple à suivre. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre projet de société qui ait un nombre de travailleurs pauvres monumental que... il y ait des emplois à 400 €. Et dans ces cas-là, si on fait des emplois à 400 € comme en Allemagne, un mec qui est au RSA, on lui donne combien? 10 € par mois pour vivre? Quel est votre projet de société? Mon projet, c'est le deuxième que j'ai après 1 million net, 1 million d'emplois nets, c'est France 2020, une France qui gagne, une France conquérante, une France qui retrouve des couleurs, une France de le chômage. Comment vous pouvez dire ça quand vous parlez de navires qui fassent sombrer? Mais attendez, parce que vous êtes sur un projet. Vous savez, quand vous pilotez une entreprise ou une émission, vous avez des objectifs. Moi, je pense que la France n'a plus d'objectifs depuis 30 ans. On n'a plus de vision, on n'a plus de projet, on n'a plus de rêve. Il faut retrouver un rêve pour le pays. Et la France, peut-être, peut se développer dans le monde entier. On a des atouts formidables. On a des jeunes, on a des infrastructures, on a des ingénieurs, on a plein de choses, on a plein d'atouts. On est la 6e puissance. Et puis on est aussi une exception culturelle, pardon, Pierre Gattaz, on est une exception culturelle. D'ailleurs, vous revendiquez une espèce de... Oui, non, mais parce que c'est là aussi le prestige de la France, c'est pas seulement l'économie, c'est aussi la culture, c'est le cinéma, tout ça. Or, le MEDEF, par exemple, là, n'est pas d'accord sur le statut des intermittents. On a plutôt l'impression que vous avez envie de détricoter le contrat social français pour quelque chose qui est un peu de l'ordre, un peu du brouillard. Enfin voilà. Oui, je vais répondre si vous voulez. La culture, c'est une force de la France, bien évidemment. Quel est le problème? C'est que, mais bien évidemment que les artistes et tout ce qu'on connaît est un atout fondamental de la France. C'est même une économie, c'est une filière économique. Donc arrêtons de stigmatiser. Le problème des intermittents, c'est un problème par rapport à l'assurance chômage et c'est juste un problème d'équité, d'égalité, de justice. Est-il normal, en effet, que vous ayez un statut d'intermittent où vous avez du personnel, que je comprends bien, de peintre, de plombier, qui va, lorsqu'il est sous statut intermittent, toucher des indemnités de chômage qui sont 2 fois plus longues et parfois 2 fois plus élevées que le même plombier ou peintre qui, dans la vie active, dans un régime normal, va toucher 2 fois moins. C'est un problème d'équité, si vous voulez. C'est pas la majorité des intermittents, vous parlez de peintres et de plombiers. Mais attendez, mais attendez, vous avez 2 parties, vous avez les artistes, dans les artistes vous avez en plus d'autres parties, puis vous avez tout ce personnel technicien qui participent à la création de l'activité culturelle. Ce que je veux dire par là, c'est un problème d'équité. Mais c'est quoi l'économie au fond? Ça serait quoi l'économie si on réforme le statut des intermittents? Je ne peux pas en parler de dire plus parce que nous sommes en pleine négociation en ce moment. Nous, on n'a surtout rien contre les artistes, contre les intermittents. C'est un problème qui fait que nous avons une somme très importante de déficit de cette assurance sachez que chômage. sans le statut des intermittents, cette émission n'aurait pas lieu depuis 3 ans. Il faut le savoir. C'est-à-dire que l'image même, si vous voulez, du Bondi Blog dépend aussi des intermittents. Et on a créé ce statut justement pour permettre à des gens, lorsqu'ils n'ont pas d'activité, de pouvoir continuer à créer, à réfléchir et ainsi de suite. Mais bien sûr, mais je ne suis pas du tout contre. Au contraire, je pense que, si vous voulez, tous ces métiers-là sont fondamentaux pour le pays, pour la culture, pour l'image du pays, pour ce que vous faites. Et je dis bravo. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a des disparités entre des populations. Donc je dis juste, pour des soucis d'équité, il faut juste essayer, et je dis non pas de façon coercitive, je dis juste en discutant avec les partenaires sociaux. Je ne suis pas en train de dire on va mettre le feu au pays, c'est comme ça que ça marche. Non, on est en égo. On fait une négo. Donc si vous parlez des partenaires sociaux, c'est un échange, alors que les partenaires sociaux puissent nous dire, bah oui, on va faire ça, on comprend bien. Et puis je dirais même que certaines entreprises en profitent. Donc je ne dis pas qu'on est tout blanc. Bien sûr, il y a une économie. Donc je dis oui, les entreprises, parfois ils profitent. Alors on va accélérer, parce qu'on a des objectifs aussi, c'est des objectifs de temps.
Vous savez, donc il ne faut pas qu'on perde trop de temps et donc je vais vous proposer de regarder un édito de Faiza Zerouala, justement, puisque vous évoquez les problèmes d'éthique et d'équité plutôt. Faiza s'est intéressée à la question du statut des stagiaires dans les entreprises et je vous demanderai après, avec les trois blogueurs, donc de réagir après cet édito. La vie est pleine de déceptions. On t'avait promis qu'en travaillant bien à l'école, tu aurais un super job. Les escrocs qui t'ont menti ont légèrement oublié de te parler d'une étape indispensable, avec des conditions de travail déplorables, des horaires extensibles et un taux de reconnaissance proche du néant, le tout pour 436 € mensuels. Non, je ne te parle pas du marché de l'emploi au Bangladesh, mais du monde merveilleux du stage. Et la Ligue des droits de l'homme ne fait rien contre ça. Quand on dit qu'un stage est enrichissant, ce n'est pas au sens littéral. 6 mois pendant lesquels tu es invisible, on t'appelle le stagiaire. Oui, après tout, pourquoi s'encombrer à retenir ton prénom? Dans 3 mois, tu ne seras plus là. En plus d'occuper le poste d'un salarié, on te chargera de faire le café, puis à midi, responsabilité ultime, tu iras chercher à manger pour tout le monde. Tu vois, avoir entraîné ta mémoire en passant des examens compliqués, ça sert. Pas de mayonnaise dans ton crudité, un jambon beurre halal sans beurre et une pizza orientale. Quand tu auras épuisé toutes les combines pour obtenir des conventions de stage en ayant fait une année fictive de langues orientales appliquées, tu décideras qu'il est temps d'entrer dans le monde, enfin, l'enfer du travail. Tu déprimes d'avance à l'idée d'être le chômeur le plus diplômé de France avec ton super CV, tes 6 ans d'études et tes 3 ans de stage. Tu consulteras même plus souvent sur ton téléphone l'application Pôle emploi que Candy Crush. Au bord du gouffre, tu hésiteras même à jouer les chiffres de tes identifiants au loto. Et dire que tu t'étais moqué du fils de la voisine orienté en CAP tourneur-fraiseur. Aujourd'hui, c'est lui qui rigole. Il a un travail, une voiture, un pavillon à crédit, une femme et des enfants. Tu te dis que pour t'occuper, tu pourrais faire du bénévolat. Avec tes stages, après tout, tu en as eu un avant-goût. Voilà, c'était un édito réalisé par Faiza Zerouala. Jihad. Oui, monsieur Gattaz, vous dites beaucoup de choses positives sur la jeunesse, mais moi je vous dis la jeunesse, elle en a marre de payer des études pendant 5 ans et d'arriver en stage de fin d'études et qu'on leur dise, de manière avec un grand sourire, vous allez être payé pendant 6 mois 436,05 €, pour être tout à fait précis, avec lesquels on doit payer son loyer, son pass Navigo, son abonnement téléphonique et vivre, et ce qui laisse à peu près la bagatelle de 60 €. Quand on dit ça aux entreprises, vous savez ce qu'on nous dit? On nous dit, oui, bah écoutez, vous avez qu'à faire quelque chose le soir pour vous apporter de l'argent en plus. Est-ce que c'est normal? Non, non, c'est pas normal. C'est pas normal et je suis d'accord avec vous que ce sont des aberrations qu'il faut absolument corriger en France. Et pourtant alors, dans le pacte de responsabilité, oui, l'État s'est engagé et vous avez demandé à ce que cette indemnité de stage, elle ne soit pas augmentée. Alors, elle va rester au minimum. Alors, sur le statut des stagiaires, si vous voulez, ce qu'on dit, c'est qu'il faut corriger les abus. Il faut absolument corriger les abus et les utilisations de stagiaires. Et payer 436,05 € un stagiaire, c'est pas un abus? Alors attendez, c'est pas une rémunération. Vous savez que le problème du statut des stagiaires, c'est que vous êtes dans votre formation. Donc vous n'êtes pas encore dans le monde du travail. Le stagiaire, c'est un complément de formation. Je dirais que le stagiaire, c'est une intégration. Sauf s'il occupe un poste déguisé. Oui, c'est souvent le cas. S'il occupe un poste déguisé, c'est différent. Et surtout si ça dure, comme on a vu, et je suis d'accord qu'il y a des abus, qu'il faut condamner. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que c'est déjà très compliqué de prendre des stagiaires dans les entreprises. Si les entreprises vont mal, elles ne prennent pas d'apprentis, elles n'embauchent plus, elles ne prennent pas de stagiaires. Elles prennent des stagiaires. Et là, pour le coup, c'est faux parce que le nombre de stagiaires est passé du simple au double entre 2006 et 2012. En 2006, il y avait à peu près 600 000 stagiaires. En 2012, aujourd'hui, les chiffres varient entre 1,2 million stagiaires et 6 millions de stagiaires. Donc vous ne pouvez pas nous dire qu'avec la crise économique, on ne prend plus de stagiaires. C'est pas vrai. Alors, si vous voulez... Peut-être que vos chiffres sont bons. Moi, ce que je vois, c'est que je vois qu'il y a de plus en plus de difficultés à placer des jeunes de stage dans les... peut-être pas à Paris, je n'ai pas les derniers chiffres sur Paris. Monsieur Gattaz. Oui. Généralement, même quand on cherche un emploi, certains me disent « J'adore votre profil, vous avez un ami encore étudiant, stagiaire que je pourrais prendre qui fasse un peu la même chose que vous. » Si vous voulez, c'est devenu la nouvelle plante. Ça dénote bien la crise de la société française quand les entreprises ne veulent plus embaucher, ne prennent plus d'apprentis et prennent des stagiaires. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est dur de prendre des stagiaires. Mais attendez, ce que je dis juste que c'est le stagiaire, ça ne doit pas être transformé, ça ne doit pas être des emplois. Et c'est là où il faut faire attention. Non, mais quel est votre levier, vous, aujourd'hui, en tant que président du MEDEF, pour corriger tout ça? Mon levier, c'est qu'on fasse comprendre à notre gouvernement que libérer les énergies, faites confiance aux entreprises,
Faites que les oui, mais c'est les entreprises qui doivent faire confiance aux étudiants qui arrivent souvent en fin de cursus, parce que vous dites que le stage fait partie de la période de formation. Ça encore, c'est pas tout à fait vrai, parce que le stage est obligatoire en fin de cursus. Donc au moment où l'étudiant est employable. Oui, mais c'est bien le problème qu'on a. C'est bien pour ça, c'est bien mon combat. Mon combat, c'est de dire 11% de chômage, c'est beaucoup trop. 25% de chômage des jeunes, c'est beaucoup trop. Est-ce qu'on ne pourrait pas légiférer sur une obligation de prendre un surtout pas dire ça au MEDEF, légiférer. C'est un verbe qu'ils n'aiment pas trop. Mais... Peut-être qu'on fera un moratoire sur une loi sur les stages, comme vous avez demandé. Mais non, mais si vous continuez de mettre des contraintes pour que les gens, les entreprises prennent des stagiaires... Mais ils le font déjà, en fait. Mais non, on veut juste réguler la chose. Attendez, la nuance. Il faut... Ce que vous appelez contraintes, c'est des mesures de protection des salariés. Ça peut aussi... Enfin, c'est pas un gros mot. Mais c'est pas ça. C'est que l'entreprise, elle est faite pour se développer, pour embaucher. Un patron, ça rêve d'embaucher dans son village. Ah, je suis pas sûr de ça. Mais si. Attendez, j'en vois toute la journée. Oui, mais pourquoi est-ce que l'entreprise, elle ne peut pas s'engager à... Cette souffrance que vous exprimez, c'est ma souffrance de dire c'est pas possible qu'en effet, vous traînez de stage en stage, mal rémunéré ou pas rémunéré. Et pourquoi? Mais parce que les entreprises, elles sont exsangues, parce qu'il faut comprendre qu'une entreprise va mal. Donc je comprends, si vous voulez, que... Pierre Gattaz, autre question. On est ici en Seine-Saint-Denis, en banlieue, donc à Paris. Beaucoup d'entreprises viennent s'installer ici. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, le siège du MEDEF d'être vendu à Paris et de venir s'installer ici en Seine-Saint-Denis? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire sur des territoires qui n'attendent finalement que de la richesse à la fois intellectuelle, mais aussi d'un investissement économique? Que peut faire le MEDEF ici en banlieue? Alors, nous, d'abord, le siège de Radial a été pendant 50 ans presque à Rosny-sous-Bois. Ouais. J'ai déménagé à Aubervilliers il y a 6 mois. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi je suis, si vous voulez, il y a une richesse. La diversité, c'est une richesse, c'est de la compétitivité. Pourquoi? Parce que le monde bouge, parce que le monde est ouvert, parce que la France est ouverte à un monde... Non, mais ça fait 15 ans qu'on nous le dit. Maintenant, comment on fait d'un point de vue pratique? Alors, moi, ce que parce que le MEDEF n'est pas là où sont les jeunes. Par exemple, j'étais 5 ans sur les bancs de la fac, j'ai jamais vu une personne venir pour avec le monde de l'entreprise. Justement, il y a un problème entre le privé et le public, justement, dans l'éducation. On ne verra jamais le MEDEF à Paris 8 ou à Paris 13, en Seine-Saint-Denis. Et là, la réalité, si vous m'invitez, on voit plus ça. Moi, je vais à l'ENA. J'irai à Louison Joseph avec vous et je vous emmènerai à Paris 8. Écoutez, parce que là, la réalité, c'est que vous n'allez pas dans les facs. Vous estimez que les enseignants de fac sont des gauchos un peu trop idéalistes et vous allez plus dans les écoles de commerce où il y a des passerelles pour rentrer chez vous. Et là, la réalité aussi. On laisse répondre. Non, vous me faites un vrai procès d'intention. Moi, j'aimerais aller dans des facs, j'aimerais aller parler aux enseignants, j'aimerais parler à l'éducation nationale. Mais attendez, quelle fac refuserait le MEDEF? Il n'y a que 24 heures par jour, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis prêt à aller au maximum dans les banlieues. On a créé une commission entrepreneuriat. Il y a quelqu'un dans la salle sur les PME, sur l'entrepreneuriat, pour susciter justement cette goût d'entreprise, cette audace créatrice, et pour s'occuper en effet des banlieues et des jeunes des banlieues. Nous, on est fanat de ça. Alors on ne peut pas tout faire, on n'a pas une baguette magique. À un moment, il faut arrêter de... Enfin, on ment aux étudiants aujourd'hui, c'est qu'il y a un monde qui est l'école et qu'il y a un monde qui est l'entreprise. Et qu'il n'y a pas de pont. Alors, et que quand on se retrouve en période de stage ou en période autre, où qu'on se confronte à l'entreprise pour la première fois, on se prend réellement une vraie claque. Alors, on a créé une commission, une autre au MEDEF, qui s'appelle Rapprochement des mondes. On veut absolument mettre des passerelles entre l'éducation, le monde des jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va financer une campagne de spot publicitaire à partir de mai sur ça s'appellera Beau Travail ou des métiers près de chez vous. On mettra des métiers en souffrance, soudeur, décolleteur, chaudronnier, cuisinier, commercial, comptable. Tous ces métiers-là, on en a besoin de 10 milliers. Pierre Gattaz, c'est le dernier point. 50 secondes et on va montrer un salarié qui gagne 2008, 3000 euros, etc. Et on en manque de 17 000. Voilà ce qu'on essaie de faire. C'est de montrer en effet que ces métiers manuels sont des très beaux métiers, qui sont très bien rémunérés. Et pourtant, en France, on en manque. Il y a 400 000 métiers en France qui sont demandés, pas pourvus. Donc il faut remettre les tuyaux. S'il vous plaît, on a des questions du public puisqu'il faut conclure cette émission. De ce côté, questions du public. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure du chômage des jeunes. Vous avez souvent cité le chiffre de 25%. Dans les quartiers, c'est 45%. Quand on a 45% de chômeurs, il y a 2 universités en Seine-Saint-Denis, 15 000 jeunes diplômés chaque année. Comment le MEDEF prend en fait ces compétences comme étant des opportunités? Est-ce qu'on ne peut pas se fixer un objectif pour permettre en fait à des jeunes, notamment de Seine-Saint-Denis et d'une manière générale de quartiers populaires, de rentrer dans des entreprises? Il faudrait vraiment mettre en place des actions de recrutement.
Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée de se donner un objectif, si vous voulez, parce que vous avez raison, 45% c'est insupportable. Enfin, donc il faut faire quelque chose. L'important c'est de repartir vers la croissance. C'est ça le truc le plus important. Donc après on peut en effet se regarder ce qu'on peut faire ensemble avec la Seine-Saint-Denis pour voir si il peut y avoir un partenariat. Je ne sais pas encore lequel, mais je ne suis pas du tout contre l'idée en tout cas. En tout cas, vous pourrez rester en contact avec Saïd. Younes. C'est bon. Monsieur le Président, bonsoir. Je suis Younes Bourimeh, je suis entrepreneur entreprenant à Bondy. Ma question, elle est, comme vous venez de prendre votre mandat, est-ce que vous allez tourner le dos aux banlieues ou ouvrir la porte pour qu'on puisse avoir un réseau et puis aussi s'exprimer? Parce qu'arrive un moment, on fait du système D, on nourrit nos familles, donc on est sur le même principe que vous, on crée des sociétés familiales, mais arrive un moment, on est bloqué, on n'arrive pas à passer aux passerelles ou à l'ascenseur. Est-ce que vous êtes là pour nous ouvrir le chemin, pour qu'on crée toute une énergie où tout le monde se comprend, que ce soit grosse société ou petite société, pour créer de l'emploi et que ça soit aussi un autre pins à côté et je kiffe la banlieue. Donc voilà. Moi, je vous engage en tant qu'entrepreneur de venir, de nous aider, de participer à des commissions. Nous avons une commission diversité, une commission parité, une commission entrepreneuriat. Et dans ces commissions-là, on peut, si vous voulez, travailler ce que vous dites là, c'est-à-dire comment la Seine-Saint-Denis ou les banlieues peuvent se développer mieux. Donc c'est quelque chose qui peut démarrer. Vous voyez, le MEDEF, c'est pas la solution à tout. Le MEDEF, c'est une auberge espagnole, on apporte son énergie et on apporte des idées comme ça. C'est pour ça que je trouve intéressant que vous nous rejoigniez. Alors pas en tant qu'adhérent, bien sûr, mais en tant que porteur de projet. Giuseppe. Bonsoir. Donc moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un sondage qui demandait en fait aux entreprises françaises quel était leur problème. Et en fait, en majeure partie, ils ont répondu que c'était un problème de demande et non de coût du travail. Est-ce que la solution ne serait pas d'augmenter les salaires tout simplement pour lancer la demande? C'est très précis, donc réponse très précise. Alors, si vous voulez, vous avez deux modèles économiques. Un modèle dit de la demande et un modèle dit de l'offre. Le modèle de la demande, c'est que vous augmentez les salaires pour consommer un peu plus. Le seul problème, si vous voulez, c'est que ils vont consommer partout dans le monde et ils peuvent acheter en effet, ces personnes-là, des vélos taïwanais, des télévisions au Japon, etc. C'est un modèle qui a ses limites parce qu'il a été beaucoup utilisé en France avec les dégâts qu'on connaît puisqu'ils n'ont pas créé d'emploi en France. C'est pour ça, si vous voulez, que l'autre modèle qu'a préconisé le président de la République, c'est un modèle sur l'offre. C'est-à-dire que l'offre, c'est de faire tout pour créer non pas de la demande, mais de l'emploi, du travail, des métiers, et de faire en sorte que le monde étant ouvert, ce travail, ces métiers fabriquent des services ou des produits qui sont exportables et qui retrouvent de la croissance. Donc le modèle de l'offre me paraît bien meilleur aujourd'hui. C'est ce qui a été utilisé dans le monde entier, encore une fois, pour faire qu'on se retrouve en compétitivité et on exporte des produits. Dernière question. Et on crée de l'emploi en conséquence. Kaïna, dernière question. Je suis étudiante à l'université Paris 8 dans un master de conseil et c'est un master qui se fait en alternance. Au début de l'année, j'ai cherché une alternance et en fait, j'ai pas mal galéré pour trouver cette alternance. Bon, maintenant j'ai trouvé. Je suis pas forcément née avec les réseaux parce que mon père est chauffeur-livreur. Et en fait, ma question c'est pourquoi est-ce que dans les quartiers, on fait si peur aux patrons ? Parce que je pense que c'est ça, en toute humilité, je pense que j'avais les compétences pour trouver cette alternance, mais c'est peut-être le fait que je viens du 93 en fait, le problème. Est-ce que c'est un problème psychologique finalement ? Il y a peut-être des comportements que vous décrivez, que je condamne. Encore une fois, mon siège radial est à Rosny-sous-Bois pendant 50 ans, donc j'avais de la diversité. Encore une fois, c'est une richesse. Alors ensuite, il faut surmonter cette image qui peut encore coller à la peau, je dirais, de temps en temps. Tout le problème, si vous voulez, ça revient à tout ce que j'ai dit avant. Retrouvons de la compétitivité pour le pays et de la confiance dans les entreprises et entrepreneurs. Et naturellement, tout ça repartira vers le haut. Mais on peut, je dirais, ces commissions sont là pour aider justement à ces problèmes que vous soulevez. Merci beaucoup, Pierre Gattaz, d'avoir répondu à toutes ces questions. Avant de vous laisser partir, on va d'abord vous donner l'affiche du Bondy Blog. Vous savez, c'est une tradition au Bondy Blog Café et vous pouvez dédicacer cette affiche où vous voulez, à l'endroit qui vous plaira. Avant de nous quitter, je vous propose 2 livres. Le premier, c'est Dans les quartiers, l'égalité, c'est maintenant. C'est un collectif d'acteurs des quartiers qui a fait un certain nombre de propositions sur les quartiers en termes de logement, de médias, de culture et de création d'entreprises, d'éducation. Vous pouvez retrouver donc ce bouquin qui a été écrit, donc ce livre blanc
par Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias, donc le pari du vivre ensemble. Et puis l'autre bouquin qui a été écrit par un ancien enfant de Bondy, c'est Philippe Vellila, La République et les tribus. C'est un essai sur le communautarisme politique, donc publié chez Buchet-Chastel. Voilà. Je veux remercier Latifa Oulkouir, Bala Fofana et Jihad Abdeslam. Et je vous invite évidemment à rester sur le bondiblog.fr pour suivre toute l'actualité de notre association. Voilà, Pierre Gattaz, vous venez de terminer votre dédicace. Je vous invite à la lire à haute voix, s'il vous plaît. Alors, j'ai écrit tout simplement bravo à toute l'équipe du Bondy Blog, aux jeunes, aux quartiers, qui constituent un vrai facteur de compétitivité et surtout une vraie richesse de la France. Merci en tous les cas d'être venu ici à Bondy. C'était une première pour nous puisque nous recevions quelqu'un qui n'était pas politique, mais vous avez dit beaucoup de choses qui relèvent évidemment d'un enjeu politique. Merci beaucoup à Jamart, à Zadig Productions. On se retrouve le mois prochain sur France O et LCP. Alors le patron des patrons, il est à l'image de tous les patrons, il est vraiment déconnecté de la réalité et c'est dommage parce qu'on ne peut pas avoir de vrai dialogue finalement. Il déroulait comme un prof et je ne m'attendais pas à ça. Nous, notre but, c'était de faire comprendre aux patrons des patrons qu'il y a une génération qu'on a ras-le-bol. Il faisait un peu du bluff finalement, les exonérations de charges, on n'en veut pas, je vais me débrouiller tout seul, mais dans les faits, non, ils se battent pour les avoir et surtout pour s'engager le moins possible en retour. Et quand ils demandent aux employés d'être flexibles, c'est d'être prêt à être précarisé en fait. Et là, la réalité.